Nous accorder votre dernière, votre ultime sortie médiatique. Bonsoir. Avant de reprendre l'avion. Oui, ce coup-ci, je m'en vais. Cette fois-ci, vous ne prolongez pas, parce que vous aviez déjà prolongé de 2 jours. Alors, première question, je vais commencer par la fin, puisque vous nous accordez effectivement cette interview ce soir avant de partir. Quelles conclusions tirez-vous de votre séjour? Si ce ne sont pas des conclusions, au moins des premiers bilans. Qu'allez-vous dire, en gros, à Emmanuel Macron, le président de la République? Moi, je lui ai déjà parlé depuis, vous vous en doutez, ainsi qu'au Premier ministre. Non, je pense que les trois parties historiques à cet accord politique et au processus que l'on connaît maintenant depuis de nombreuses années se sont retrouvées. Là où les deux campagnes référendaires, et singulièrement la dernière, avaient pu créer de la distance et malheureusement installe une logique de bloc contre bloc. Le bloc du oui contre le bloc du non, le bloc du non contre le bloc du oui, sans d'ailleurs détailler et signifier ce que veulent vraiment dire ce oui et ce non. Et c'est vrai que j'ai assumé de rompre avec des habitudes. Et Dieu sait qu'il y en a des habitudes depuis 30 ans dans la vie politique calédonienne. Et j'ai essayé à ma manière de faire différemment. Il faut dire que la 14e sanitaire m'aidait à le faire. Ça a été rappelé dans le reportage. J'ai tenu à faire beaucoup de terrain en étant peu bavard. D'ailleurs, je sais que ça a parfois un peu inquiété en se disant mais pourquoi il dit pas les choses, etc. Enfin, il y en a marre aussi des hommes politiques ou des ministres qui bavardent tout le temps et qui sont pas capables aussi de prendre le temps d'écouter. Donc c'était bien de le faire. Puis après, il y avait une journée politique qui d'ailleurs m'a conduit effectivement à reporter mon départ, pour bien m'assurer que désormais, on avait recousu les fils du dialogue, mais pas le dialogue pour le dialogue, parce qu'on n'est pas là que pour parler, mais surtout pour avoir une véritable méthode, une méthode politique pour les 6 mois qui viennent, et qui permet de nous accorder sur l'avenir, parce que pendant ce temps-là, crise sanitaire, les frontières sont quasiment fermées, crise économique mondiale, la métropole et l'Hexagone sont dans une situation très préoccupante, mais aussi sur le terrain du terrorisme. Ça a forcément un effet en ricochet sur ce qui peut se produire ici sur le Caillou. Et donc, si on ne veut pas aussi voir le pays décrocher, y compris sur le terrain économique, moi je mets les pieds dans le plat, et j'ai mis les pieds dans le plat sur ce sujet, on doit s'accorder sur une méthodologie politique. C'est important ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, maintenant, effectivement, nous tirons les bilans, mais qui dit bilan parle de prospective. En gros, que va-t-il se passer maintenant? Même si vous avez voulu garder la confidentialité c'est important, sur ce séjour d'une petite journée de 10 heures, je crois, à L'Île-aux-Près-d'Ours, avec 10 leaders indépendantistes et non indépendantistes. On comprend bien qu'il faille garder une confidentialité, mais est-ce que vous êtes accordé effectivement sur un calendrier, sur des discussions à venir, sur la suite de votre séjour? La confidentialité, c'est pas le secret vis-à-vis des habitants ou des électeurs. Il faut quand même se le dire. La transparence, elle interviendra sans aucune forme de difficulté. On est tous partis à cela. C'est juste que si on veut se parler et faire preuve de dépassement, c'est-à-dire ne pas renier les propres convictions des uns et des autres, mais être en capacité de faire des ponts et d'essayer de voir sur quoi on est d'accord et pas d'accord, faut savoir se taire le moment de la discussion. Et comme là, on va avoir 6 mois de discussion devant nous, un peu de discrétion après une campagne référendaire dans laquelle on parle beaucoup, et c'est bien naturel, ne fait pas de mal. Donc c'est pas pour se mettre à distance de la population, je pense que c'est important de le dire, c'est au contraire pour mieux travailler. Maintenant, on a 6 mois qui s'ouvrent devant nous. Alors, les 6 mois, c'est évidemment les 6 mois qui jusqu'au 4 avril. Ouais, mais pas que. C'est jusqu'au 4 avril, parce que c'est là où le Congrès peut de nouveau demander ce fameux 3e référendum. Puis on ne va pas non plus se raconter d'histoire. Je pense avoir fait preuve de franc-parler pendant ma visite. Au mois d'avril, on voit bien comment aussi l'élection présidentielle va commencer à se déclencher en métropole et dans l'Hexagone, et ici aussi d'ailleurs. Et donc on voit bien qu'on va se retrouver dans un temps politique où tout va s'étouffer. Puis derrière les élections législatives, etc. Bon. Donc là, on a 6 mois utiles, dans lequel, au fond, on n'a rien de mieux à faire que de travailler dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. C'est pas si mal de tirer les conclusions du second référendum. Et puis, je l'ai dit, on a beaucoup travaillé sur la question. On a beaucoup travaillé sur quand est-ce qu'il fallait poser la question, à qui il fallait poser la question, le fameux corps électoral. Et on n'a jamais vraiment travaillé sur le oui et le non. Qu'est-ce que ça veut dire d'être indépendantiste en 2020? Certainement peut-être pas la même chose que dans les années 80. C'est quoi la souveraineté? On n'est plus dans une notion de guerre froide Est-Ouest des années 80. On voit bien que la notion de souveraineté, elle est réinterrogée avec la mondialisation, avec la présence forte de la Chine ici dans l'axe Indo-Pacifique, qui doit quand même aussi nous interpeller et nous interroger. Puis c'est quoi être français? Alors ça, c'est une question redoutable, parce que vous êtes dans un collège ou un lycée en région parisienne, ou chez moi dans l'Eure, chez moi à Vernon par exemple, en disant c'est quoi être français aujourd'hui? Très franchement, la réponse n'est pas la même que dans les années 50. Bon. Donc là, maintenant, il est temps de dire ça veut vraiment dire quoi, le oui et le non. Et puis aussi, sur le terrain concret, quand le monde économique me dit, bon, c'est bien sympathique tout ça, mais vous allez faire quoi pour la monnaie? Alors, pas le vous de l'État, mais le vous aussi des formations politiques. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous, on a des investissements, on est prêt à les mettre en suspens si on ne sait pas ce que ça va devenir dans 2 ans. C'est logique tout ça. Enfin, la réalité, c'est qu'on rentre dans le dur. On rentre dans le dur. Enfin, je pense qu'en fait, on est déjà rentré dans le dur, pour être honnête. Mais si le président de la République m'a envoyé ici, avec une manière aussi nouvelle de travailler le dossier, vous l'avez bien compris, c'est parce que désormais, on ne peut pas mentir. En tout cas, on ne peut pas mentir par omission. Donc on va commencer à dire des vérités. Le oui ne vaut pas le non.
C'est-à-dire, si on vote oui, ça ne fait pas les mêmes effets que le non. À ce propos, soyons clairs, vous avez cité en exemple, chez des confrères, le RSMA. Vous avez répondu à des jeunes qui vous posaient la question, en cas d'indépendance, que se passerait-il avec le RSMA? Et vous avez répondu clairement qu'il n'y aurait plus de RSMA. Moi, je vais vous poser une autre question qui a rapport. Ouais. C'est celle qui a beaucoup été traitée durant la campagne référendaire. C'est la question de la double nationalité. Que se passe-t-il si demain le oui l'emporte? Si le non l'emporte, on le sait, mais si le oui l'emporte, y aura-t-il une double nationalité ou pas? C'est la question qu'on pose à l'État, mais moi je veux aussi renvoyer la question aux indépendantistes. Kanaki indépendante, c'est quel pays? Démocratie, pas démocratie, séparation des pouvoirs, pas séparation des pouvoirs, liberté de la presse, pas liberté de la presse. Non, mais ça va compter. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire que la France entretiendra toujours une relation privilégiée avec une Kanaki indépendante si nous, on ne sait pas quel est l'état politique de cette Kanaki. Enfin, je veux dire, la France n'entretiendra jamais des relations privilégiées avec un pays qui ne respecterait pas les droits de l'homme, qui laisserait des compatriotes de côté. Enfin, l'avenir des 41 000 effectivement, personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, c'est évidemment quelque chose qui compte pour moi. À la fois, on ne remet pas en cause l'accord de Nouméa, il y a ces affaires de gel, etc. Tout ça est connu de tout le monde. Ça a vieilli dans le temps, donc ça suscite évidemment des interrogations. Mais moi, j'ai donné ma parole. On ne remet pas en cause l'accord de Nouméa. Donc cette question aussi. Mais moi, je vais poser aussi la question au lendemain du 3e référendum. Que deviennent ces personnes ?